Bonjour à tout le monde, il est 20h30, ça va être le début de notre présentation de la ville de Bath. Alors, pour commencer, tout est fictif. On a quand même pas mal déformé la réalité historique. Et Bath en 2024 est une ville qui a l'air d'être absolument charmante. Ils ont même une journée de la gentillesse. On espère qu'on aura l'occasion d'y aller un jour parce que ça a l'air d'être une toute petite bourgade où il fait bon vivre. Bon, nous, on a un peu fait la porte des enfers, quoi, mais voilà, donc tout est fictif et ne confondez pas ça avec la réalité. Il y a beaucoup de modifications, notamment sur la question de l'histoire du peuplement et la taille globale de la ville, hein. On a un peu épaissi tout ça pour des nécessités de scénario. L'idée d'aujourd'hui, ça va être donc de faire une traversée dans le temps de la ville en commençant à la période des premiers colons et en vous présentant les différentes phases en fait de peuplement de la ville qui permettent d'avoir une vision plus nette de commencer aujourd'hui en 1920. Donc en fait, la ville de Bath, donc c'est une ville qui s'est constituée dans l'État du Maine, sur les rives de la Kennebec. Donc on est au nord des États-Unis, hein, presque à la frontière du Canada. Enfin, l'État est à la frontière du Canada. Le comté de Sagadahoc, dans lequel est la ville de Bath, n'est pas à la frontière directement. Bien. Donc en fait, le premier colon de la ville de Bath et Aurel d'Arlone, qui a débarqué ou été débarqué de l'expédition de Samuel de Champlain qui cherchait la mystérieuse cité de Norumbega. On ne sait pas si Aurel d'Arlone est descendu volontairement, hein, donc, ou si c'était une crise de folie. Toujours est-il que c'est vraiment le premier individu occidental à avoir foulé la terre de Bath. Alors on ne sait pas exactement où il a habité, sa maison n'a pas été retrouvée, mais voilà, ses descendants entretiennent sa mémoire, bien que cette dernière reste un peu mystérieuse. En réalité, salut, en réalité, euh, on a plus d'informations sur son fils qui est né ici, qui se faisait appeler Antoine de Nemours, qui a construit un petit fort en fait sur cette colline sur laquelle il y a aujourd'hui la Whitener University. Donc Antoine de Nemours, en fait, donc c'est le fils d'Aurel d'Arlone, il a construit ce petit fort et il se faisait appeler le prince, parce qu'en réalité il se servait de ses origines nobles pour attirer autour de lui une petite communauté de mercenaires qui, a priori, s'adonnaient au brigandage. Alors aujourd'hui, la famille de Nemours, elle est extrêmement fortunée, hein, en 1920, elle élève des chevaux, elle a de nombreuses propriétés immobilières, mais c'est intéressant de faire ce petit tour par la bande d'Antoine de Nemours, car les différents membres de sa bande, en fait, ont contribué à créer des lignées de Bafois qui ont eu leur importance. Le premier d'entre eux est Nicolas Étienne, qui travaillait d'abord, hein, en tant que petit exploitant agricole. Il s'était installé sur les rives de la Kennebec, ce qui permettait de faciliter bien évidemment bah, le commerce et le déplacement dans cette région qui était densément boisée. Cela dit, donc Nicolas Étienne a commencé à déboiser. Alors en fait, dans sa famille, ses descendants, ça va devenir des très grands propriétaires terriens. Et il y aura également au XIXe siècle un prêtre catholique issu de cette famille qui connaîtra un sinistre destin car il sera brutalement assassiné et équarri sur la place publique. Mais c'est une autre histoire que celle-ci.
Donc voilà, Nicolas Étienne s'installe ici sur les rives de la Kennebec. Il y a également Marie-Charles Aigrefeuille. Alors, c'est la lignée, on va dire, de la bande de Nemours qui est sans doute la pomme pourrie, hein. Marie-Charles Aigrefeuille s'est installé dans les bois et pratiquait une activité de trappe. Donc, il chassait et il récupérait les fourrures d'animaux. Ses descendants ont fini par tenir une auberge dans Bois d'Anam, qui est la grande forêt au nord de l'endroit où il s'est installé. Et donc il tenait une auberge et bon, la famille a disparu au 19e siècle également suite à un fait divers sordide. Les descendants Aigrefeuille en fait auraient assassiné des voyageurs pour les détrousser et c'est la raison pour laquelle la maison Aigrefeuille a disparu dans les bois. Enfin, le dernier membre de la bande, Damien Daigle, lui s'est installé ici. Alors les Daigle, c'est une famille qui a eu un poids dans l'histoire de la ville de Bath qui a été assez importante. C'est devenu une famille de notables, hein, Damien Daigle était sans doute quelqu'un de lettré. Enfin voilà, les membres de sa famille au XVIIIe siècle, par exemple, il y a Henri Daigle qui va animer un club révolutionnaire et en fait il va participer activement à la vie politique de la ville. La famille va péricliter dans le courant du 19e siècle également. Le dernier grand représentant de cette lignée, c'est Basile d'Aigle, un des juges de la ville qui a fini atteint de folie. Alors, ce que vous remarquez peut-être, c'est qu'en fait toutes ces personnes, elles ont des patronymes français. En effet, la région a vu à la fois des colons anglais et des colons français se succéder dans le temps. Donc on va maintenant passer un peu au premier colon anglais. Euh, Vous allez voir, ils sont installés à des endroits un peu différents. Alors, pour commencer, Joseph Winthrop s'est installé de l'autre côté de la Kennebec. La famille Winthrop a été une des plus grandes familles de la ville. En effet, l'étoile de cette famille n'a pas terni. Parmi les grands noms de sa descendance, on peut compter Wade Steele Winthrop, qui a été juge notamment au procès de sorcellerie de Salem, et bien plus récemment, Philomenus Winthrop a fait 2 mandats de maire et l'une des personnalités, si ce n'est la personnalité la plus influente sur la scène politique de la ville de Bath. Il fait des affaires de la charité en ayant un orphelinat qui porte son nom. Il fait des affaires immobilières, il a un grand domaine et il investit dans le tourisme. Euh, Ensuite, il y a eu Thomas Gostgone. Donc lui, c'était un bûcheron. En effet, la ville de Bath a très tôt été un endroit où on construisait des navires parce qu'il y avait des très bons bois pour faire des mâts. Et donc, la famille Gostgone, en fait, elle n'est pas devenue riche tout de suite. C'est une famille très ancienne dans la ville, mais c'est qu'au 19e siècle, avec le descendant de Thomas Gostgone, Karl Gostgone, qui a développé une scierie, que la fortune a commencé à affluer pour la famille Gostgone. Karl Gostgone est toujours en vie en 1920, hein, c'est un politicien raté. En effet, il s'est fait doubler alors qu'il voulait devenir maire, il s'est fait doubler lors de la primaire par un certain Gordon Marty, qui est devenu maire euh, à sa place. Ensuite, il y a Paul Hyde qui s'est également installé sur cette rive de la Kennebec. La famille Hyde, c'est une famille extrêmement respectable et qui, comme la famille Winthrop, a connu succès et prospérité de façon ascendante et non interrompue. Il n'y a pas eu de disgrâce, de coup de folie ou de choses dans ce genre-là. En effet, Thomas Hyde a fondé les Bath Iron Works à la fin du 19e siècle, le principal chantier naval de la ville en 1920, ce qui lui permet d'être l'homme le plus riche de la ville. Enfin, le dernier colon anglais auquel nous allons nous intéresser, c'est William Dunwoody.
Donc il s'est installé sur la presqu'île de Winnegans, qui est, vous voyez, plus bas sur la carte. Alors, cette famille, en fait, c'est des fermiers, mais assez rapidement, hein, dans le courant du XVIIe siècle, ils se sont spécialisés dans les soins funéraires. La famille Dunwoody, en 1920, c'est une famille qui est extrêmement influente parce que c'est une famille qui enterre les bas-foies et prodigue les derniers soins aux défunts depuis des temps extrêmement reculés. Donc aujourd'hui, les Dunwoody ont une roseraie et s'attachent particulièrement au passé et aux traditions de la ville, notamment à travers la Sagadahoc Historical Society, qui permet d'entretenir la mémoire de cette histoire coloniale. euh, dont je viens vous dresser dont je viens de vous dresser le portrait de quelques-uns de ses membres les plus influents. Alors, en fait, la raison pour laquelle je me suis attardé dans la présentation sur ces personnes, c'est qu'en réalité, ça va pas mal correspondre aux zones de peuplement qu'on va voir à la fin du XVIIe siècle. Alors, à la fin du XVIIe siècle, on distingue ainsi 6 zones de peuplement. Alors, il y a ce qui deviendra ensuite le centre-ville de Bath, qui pour l'instant Euh, va nommer Nico, est-ce simplement que je peux Bath. t'interrompre Oui, bien je peux sûr. t'interrompre un instant? Oui, Est-ce que tu crois que tu peux réussir à mettre la carte en plus gros ou pas? Ouais, je peut-être. peux Ouais. zoomer un Ok. poil. Ouais, bah, c'est mieux parce que là, en fait, c'est petit écran sur petit écran, c'est Ok, difficile. Voilà, c'est bien là, ouais. ok, C'est tout. ok, merci. Donc effectivement, voilà, donc il y a la ville à proprement parler de Bath qui s'est installée ici. Autour de Estienne, il y a un début de peuplement qui reste aux Français, qui est le quartier Saint-Jean. Ici, il y a South Bend qui deviendra plus tard le quartier bourgeois. Woolwich qui est extrêmement développé à cette époque, qui est de l'autre côté de la Kennebec, notamment de la figure de Winthrop. Winnegans qui est plus isolé, c'est des petites parcelles agricoles qui sont là. Et enfin West Bath où c'est vraiment en fait quelques cabanes en fait qui sont regroupées autour de la famille Aigrefeuille. Donc ça, c'est le peuplement tel qu'il était à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, quand on va arriver au XVIIIe siècle, va y avoir des grands changements. Woolwich, vous le voyez là à ce moment-là, en fait, c'est une vraie petite ville. Ça pourrait concurrencer Bath. Il y a des constructions de bateaux, des pêcheurs, des agriculteurs. Alors que bon, West Bath, c'est quasiment rien, hein. Il y a un peu de rencontres quand même avec les Abénakis qui peuplent la région, mais c'est essentiellement des trappeurs. Quand on bascule, hop, au XVIIIe siècle, en fait, ce qui va se passer, c'est que Woolwich va complètement se dépeupler. Il y a une série de catastrophes, hein, des disparitions, des meurtres, des incendies, et tout ça, ça a réduit la ville de Woolwich à peau de chagrin. Euh, on peut globalement, à la fin du XVIIIe siècle, qualifier Woolwich de ville fantôme. La nature a commencé à reprendre ses droits, même s'il reste encore quelques zones de peuplement. A contrario, sur l'autre rive de la Kennebec, Bath devient une ville. Vraiment, ça s'agglomère avec Saint-Jean et South Bend, ça fait un tissu urbain qui commence à devenir continu. Et on peut supposer hein, que le déplacement de la population de Woolwich vers Bath, Saint-Jean et South Bend a contribué à faire émerger cette ville. Alors la ville de Bath, elle va participer à la Révolution américaine. Sa vie politique, elle est extrêmement florissante. Alors, ils ont pas encore, ils sont pas encore représentés sous la forme d'un quartier hein, à cette période-là, mais il y a déjà des Afro-Américains qui habitent dans la ville, hein, qui sont libres à la fin du XVIIIe siècle et qui habitent au nord en fait de la zone principale de peuplement de Bath et qui travaillent notamment dans l'industrie des navires. En fait, ils habitent déjà ce qui deviendra plus tard le quartier du Swamp.
Les marges, Et oui, oui, et pour info, l'esclavage a été aboli en 1780 dans le Maine. Voilà. exactement. Voilà, 1780, merci, je n'avais plus la date en tête. Merci pour ta précision, Damien. Euh, Attends. Ah, mais non, je vous ai mis là. Excusez-moi. Toutes mes excuses. Je vous ai. Ah, si, si. Pardon. C'est... Je bug. Hop, hop, pardon. Euh, Bien. On voit également que les marges vont aller en fait en se s'étendant également, hein. Winnegan, ça se développe un peu. Westbath va commencer à se développer, notamment en fait avec l'arrivée d'une immigration allemande. Donc ça va être l'arrivée de la famille Metzinger. Alors donc il y a de la déforestation qui commence à avoir lieu en fait et on commence à développer des terres agricoles. Les immigrés allemands vont conserver leurs habitudes agricoles qui ne sont pas les mêmes exactement que celles des Anglais, des Écossais. C'est-à-dire qu'en fait, les immigrés allemands, en fait, ils vont préférer labourer le sol avec des bœufs, contrairement aux Anglais et aux Écossais qui préfèrent les chevaux. Et en fait, par la suite, Westbath va devenir un lieu d'élevage bovin dans la région. Par ailleurs, à côté de Bath, faire des bateaux, ça demande du bois. Et donc, il y a de la déforestation également. Et il y a deux familles, hein, la famille Estienne et la famille Longue Épée, qui ont commencé en fait à déboiser et à développer une activité agricole. On y cultive notamment du maïs. Alors, on est encore à une époque où on est dans un espace qui est sauvage, hein, très largement, et il y a des rumeurs. Il y aurait une bête qui serait dans les bois et qui dévorerait les animaux et les gens. C'est à peu près à cette période-là que va naître la légende de la bête de Bois d'Anam. Et les superstitions vont bon train de ce côté-ci. Donc voilà pour le tableau de la ville à la fin du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment en train de se densifier et devenir de plus en plus important. En 1850, l'expansion continue. L'expansion continue. Alors, Westbath continue encore à croître, hein, et ça prend la forme d'un petit village. Il y a encore eu plus de colons germaniques qui sont arrivés, notamment en fait des réfugiés politiques. Il y a eu un boom à partir de 1848 avec les séries de révolutions qui ont eu lieu et qui ont amené une population germanique assez importante dans la région. Par ailleurs, au nord de la ville, hop, en 1850, on a le Swamp, donc le quartier de Forned qui se fait surnommer le Swamp parce qu'il est très régulièrement inondé. C'était la zone où il y avait les Afro-Américains seuls qui vivaient. Bah là, ça devient un réel quartier. Notamment, c'est là que vont s'installer les arrivants irlandais qui sont catholiques, hein, et qui ont récemment immigré. Ils construisent une cathédrale en bois, Old South Church, et nous reviendrons à cette cathédrale un peu plus tard car elle va jouer un rôle important dans la, la constitution de la ville. Donc voilà où on en est. À Woolwich, ça ne bouge pas. Il y a des tentatives assez rapidement avortées de redynamiser Woolwich, mais ça ne prendra pas. J'attire également votre attention, hein, il y a une distillerie qui est encore ouverte en 1850, hein, qui est là, au nord de Winnegans, en jaune. Elle sera fermée en 1854, si je ne dis pas de bêtises, au moment où l'État du Maine deviendra un État qui appliquera la prohibition concernant l'alcool. Et donc on n'aura plus le droit de vendre et de consommer de l'alcool dans l'État du Maine.
Donc, ce qui va se passer avec notre cathédrale de l'Old South Church, c'est qu'en fait, en 1850, 54 pour être précis, il y a des émeutes anticatholiques. En réalité, il y a des mouvements politiques qui se réclament comme étant des natifs américains. Ce ne sont pas évidemment les natifs américains Abénakis qui ont été chassés de cette terre qui se réclament de cela. Ce sont des WASP et notamment ceux qui les énervent beaucoup ce sont les catholiques. Et donc en 1854, il y a un monsieur qui s'appelle John Essor qui arrive en ville et qui se présente comme l'archange Gabriel et qui va mener une petite foule vers la cathédrale de l'Old South Church et qui va l'incendier. Donc en fait, cet incendie, ça va faire fuir les Irlandais. Il y a des tractations politiques qui vont mener en fait à l'établissement des Irlandais un peu plus loin avec hop, la création du quartier Lincoln. Alors, on va maintenant faire un bond en avant dans le temps. Excusez-moi, voilà. On est en 1880. Et effectivement, à partir de 1854, les Irlandais ont commencé à s'installer dans le quartier hop, de Lincoln, qui est un quartier, vous voyez, pas très très loin du centre-ville, mais qui n'est plus dans le swamp. En réalité, le swamp, c'était des terres qui étaient extrêmement, qui valaient très peu d'argent, parce qu'elles étaient régulièrement inondées à cause du mascaret. La municipalité en fait a permis d'acquérir à des prix avantageux des parcelles de terrain qui étaient de meilleure qualité dans le quartier de Lincoln. Et notamment, il y a un hôpital qui y a ouvert, l'hôpital Lincoln. En effet, entre 1860 et 1865, les États-Unis connaissent la guerre de sécession et par conséquent, il y a eu quelques petits changements dans la démographie de la ville. En fait, en 1865, un Baffois, Abel Dunkirk, qui est parti combattre, revient avec quelques-uns des membres de son escouade à bord du Louisiana Gold. Le Louisiana Gold, c'est un navire que l'escouade de Dunkirk a dérobé à des troupes confédérées. En réalité, les troupes de Dunkirk se sont séparées du gros de l'armée de l'Union et ont mené une sorte de guérilla dans le bayou en Louisiane. Et en fait, ils sont remontés avec eux des esclaves qu'ils ont soutenus dans les émeutes qu'ils menaient contre les maîtres des plantations. Et donc on a en réalité une population afro-américaine plus conséquente, catholique, qui va s'installer dans le swamp. Et ça va attirer de nombreux Afro-Américains dans la ville de Bath. Il y a également un autre quartier qui va se développer, c'est le quartier de l'université. En effet, le fortin d'Orel d'Arlone est devenu entre-temps une académie militaire. Il y a eu une évolution, mais ça, on présentera ça plus en détail la semaine prochaine. Et en 1880, commence à y avoir un petit campus en quelque sorte qui se développe et des logements étudiants qui s'installent en fait dans les anciennes carrières utilisées par les anciens Abénakis. C'est des grottes calcaires en réalité, ce qui permet de développer tout un quartier à moindre frais. C'est le quartier de l'université et qui plus tard sera connu sous le nom de Montparnasse en raison de l'importante communauté française qui s'y installera et des liens avec les milieux artistiques parisiens. Enfin, West Bath continue encore de croître et la famille Metzinger et la famille Pilser, hein, ça devient vraiment des référents
de la communauté germanique. Et le quartier de West Bath commence un peu à muter. En effet, en fait, il commence à y avoir des premières vagues d'immigration italienne. Et ils s'installent à West Bath et très souvent, ils vont être employés comme ouvriers agricoles. Le reste de la ville continue de s'étendre, hein. Le centre s'étend, Saint-Jean s'étend, South Bend s'étend. Et nous allons enfin arriver sur la dernière période, qui est la période dite actuelle, c'est-à-dire de 1900 à 1920. Alors, pour commencer, West Bath s'est réellement agrandi et il commence à y avoir des grandes figures italo-américaines qui émergent, comme par exemple la famille Mancini. Encore une fois, hein, la bonne intégration de Mancini et de ses proches va contribuer en fait à attirer d'autres Italo-américains dans le quartier. Et on commence à voir des petits notables qui s'installent, il y a une vie de quartier qui se développe, et West Bath finalement sera donc le quartier germano-italien de la ville de Bath. Parmi les notables italiens, on peut citer par exemple Buonaparte, qui est un fabricant de feux d'artifice. Euh, Vous voyez, tout le reste de la ville croît. Lincoln s'étend, le Swamp s'étend, le centre s'étend, Saint-Jean s'étend, tout s'étend. En réalité, c'est qu'entre 1900 et 1920, il y a un véritable boom démographique qui est lié à l'ouverture sur les docks des Bath Iron Works, donc ce chantier naval qui va produire des navires en très grande quantité, va être un extrêmement grand employeur. Et donc, forcément, va y avoir le développement de quartiers entiers. C'est le quartier de Sagadahoc, en fait, qui fait la jonction avec l'université. Sagadahoc, ça pousse vraiment comme un champignon, hein, et notamment, ça contribue à la fortune de la famille de Nemours, qui possédait de très nombreux terrains. La ville se modernise à toute allure. On a un cinéma qui ouvre, commence à y avoir des industries qui se développent. Par exemple, il y a le Sugar Corner qui est juste ici, où on va avoir deux fabricants de sucreries dans la ville. Salomon Fairfield qui produit du soda, le Passamaco Dry, qui est donc une espèce de soda violet, faux aimé, hein. C'est un mélange de myrtille et de différentes herbes. Et il y a également Ernest Candy qui fabrique des bonbons. Enfin, il y a un autre quartier qui commence à voir le jour en 1900. C'est un quartier nommé Little Dublin. Donc Little Dublin, c'est ce petit truc là entre Lincoln et le Swamp. Et Little Dublin, c'était une promesse de campagne du candidat maire Jerry Milford et de son adjoint au logement Melchior Burns. L'idée, c'était de créer un quartier flambant neuf et moderne pour la communauté irlandaise. Donc c'était une promesse de 1900. Et en 1920, les fondations sont creusées et les travaux n'ont pas avancé d'un iota. Voilà, il y a différentes rumeurs qui expliquent cet état de fait, hein. Mais voilà où en est la ville de Bath à ce moment-là. Alors, et il faut cependant noter que Woolwich à ce moment-là connaît encore une promesse de développement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pont qui commence à être construit pour relier les deux rives de la Kennebec. À cette période-ci, en 1920, en fait, il y a un ferry qui transporte les marchandises d'une voie ferrée à l'autre. Donc l'idée, c'est de faire un pont pour accélérer le fret. Et il y a également un projet de casino qui a vu le jour là sur Dublin Point. Et on
commence à évoquer l'idée de faire de cette zone-là en fait une zone touristique avec casino, hôtel et diverses commodités. Voilà pour les différents quartiers de la ville. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc vous voyez, hein, bon, je me suis pas attardé sur les différentes industries notamment, etc. J'ai vraiment voulu donner une vision des quartiers et de leur histoire. Donc globalement, pour refaire un petit tour, hein, Woolwich c'est abandonné mais ça risque de se développer. Winnegans c'est des agriculteurs. West Bath pas mal d'agriculture. Il y a aussi un abattoir, communauté germano-italienne. Le quartier de l'université avec le Montparnasse, étudiants désargentés, un peu la bohème. Bois d'Anam, des agriculteurs, pas mal de présence française et la légende incessante de la bête de Bois d'Anam qui rôderait et qui s'attaquerait au bétail et aux personnes. L'hôpital Lincoln avec le quartier Lincoln et sa communauté irlandaise, l'hôpital qui abrite les fous criminels de la ville, Little Dublin, le quartier fantôme qui n'a jamais vu le jour, le Swamp et ses inondations et sa communauté afro-américaine ségrégée qui vit de façon autarcique, le centre-ville avec les docks et le chantier naval, le quartier français et la grande bourgeoisie de South Bend, et enfin les nouveaux quartiers de Sagadahoc. Voilà, j'espère ne pas avoir fait trop de répétitions, et si vous avez des questions ou des remarques, je serai ravi d'y répondre, moi ou n'importe lequel des autres zigotos ici présents.